Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc on repart. Cette question, Bertrand, fracture entre le brut et net, et j'ai l'impression que c'est la source de tous les sujets en fait dont on débat aujourd'hui dans ce début de campagne présidentielle, et notamment tous les sujets autour du pouvoir d'achat. Deux choses. D'abord, le sujet, c'est le niveau de prélèvement obligatoire pesant sur le travail. On a beau prendre le problème dans tous les sens, c'est ça le sujet finalement. Oui. Bon. Donc, comme on a des questions d'équilibre de finances publiques, enfin, on les a un peu perdues de vue depuis 2 ans, mais rassurons-nous, je pense qu'on va les reprendre de vue. Comme on a un sujet d'équilibre financier, finalement, on ne peut pas baisser massivement les prélèvements obligatoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des prestations d'un côté et on crée des allégements de charges de l'autre. Bon, alors, je voulais illustrer... Et des dispositifs de primes défiscalisées. Mais bien sûr, voilà, exactement. Voilà, et des primes de 1 000 euros. Macron, voilà, bien bien sûr. Maintenant. Mais bien sûr, elle a vocation à devenir pérenne. Et puis, on encourage le développement de l'intéressement et de la participation, ce qui est en soi une bonne chose, mais ce qui est une sorte de niche fiscalo-sociale supplémentaire. Exactement. Et d'un certain point de vue des grands principes, c'est pas forcément idéal. Bon, et si on le fait, c'est bien pour échapper à la taxation, enfin, aux taxes fiscales ou sociales générales. Je voulais l'illustrer par la question des heures supplémentaires. Autre niche fiscale. Absolument. Et pourquoi est-ce que finalement on a ces propositions qui, sur le plan des principes, sont pas très, très intéressantes de défiscalisation des heures supplémentaires ? C'est parce que précisément la taxation marginale de l'heure supplémentaire, si vous ne faites pas des baisses de charges du côté salarial et du côté patronal, décourage totalement dans notre pays à faire des heures supplémentaires. Exactement. Donc c'est logique, mais à l'origine de tout ça, il y a quand même la taxation insupportable du niveau du coût du travail qui nous distingue quand même. C'est une des choses qui nous distingue le plus de nos voisins européens et autres, et de l'OCDE en général. Voilà. Donc on est en train de miter complètement l'assiette, comme on dit en réalité. C'est ça. Et on arrive à quelque chose d'assez insupportable. Mais à la base de tout, il faut bien se rappeler le niveau des prélèvements obligatoires qui pèsent sur le travail et qui explique pourquoi on en est arrivé là. Et le niveau donc de la protection sociale et des dépenses de protection sociale qui sont qui sont engagées par le premier poste. Bien sûr. Voilà, Bon, c'est issu d'une idéologie bismarckienne qui date des années 1880, où à l'époque, on demandait aux gens qui travaillent de supporter, de financer tout le système de protection sociale. Bon, à l'époque, on travaillait de 7 à 77 ans. Aujourd'hui, vous avez un petit quart, on va dire un quart bien rogné de la population française qui n'est pas en âge de travailler, qui est à l'école ou qui fait des études. Vous avez plus d'un quart des Français qui sont à la retraite. Ce qu'il y a au milieu, tous les gens qui sont au milieu ne travaillent pas forcément. Déjà, ceux qui sont en recherche d'emploi, il y en a qui n'en trouvent pas. On en parlait dans le premier sujet. Et donc, ça met sur les épaules des actifs le financement d'un système de protection qui est énorme. Alors, heureusement, depuis, on s'en est éloigné. On estime qu'il y a à peu près 60% de toute la protection sociale qui est financée directement par les charges patronales et les charges salariales. Mais je vous donne un exemple concret. Quand moi, je reçois 1 euro par mon employeur sur mon compte bancaire, l'université, eh bien, mon employeur, lui, verse 2,5 euros. Il y a 1,5 euros qui est capté, on va dire, par l'État. Et de ces 1,5 euros, il y a un peu plus d'1 euro qui va directement aux caisses de retraite. Donc, mon employeur finance plus les caisses de retraite, enfin, mon employeur et moi-même, c'est-à-dire lorsqu'on additionne charges salariales et patronales, quand je travaille, il y a plus qui va au financement des retraites que pour moi-même. Voilà, donc ça c'est aussi parce que la France est le pays en Europe qui a le plus subi le baby-boom, qui aujourd'hui est un papy-boom. Donc voilà, aujourd'hui on a plus de 17 millions de retraités en France, c'est énorme. Voilà. Problème insoluble ? Mais non, le problème est tout à fait soluble. Au-delà de ce que disait... J'en suis ravi. D'abord, au-delà de ce que disait Bertrand, la fiscalité en France est lourde. Enfin, on a le taux de prélèvement obligatoire, tout considéré, le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Alors, quelquefois, on dit le Danemark, etc. Mais bon, on est avec le Danemark, en tout cas, on se tient par la main. On se tient par la main. Taux de prélèvement obligatoire. 43-44%. Et on est plus élevé sur quasiment tout, sauf un seul impôt, qui n'est pas d'ailleurs anecdotique, c'est la TVA, où beaucoup de pays, d'ailleurs nordiques et scandinaves, saturent le maximum de 25%. Donc nous, on a encore de la marge, là. On a encore de la marge de progrès, si j'ose dire. Mais donc ça, c'est une vraie difficulté. Par rapport à ce qui vient d'être dit, financement des retraites, oui, mais la solution majeure, la solution centrale
Bertrand va parler à une conférence où j'étais il y a encore quelques secondes avant de venir, quelques quarts d'heure avant de venir ici, organisée par le Conseil d'orientation des retraites. Ça sera la réforme des retraites. Je veux dire, la réponse centrale à ce problème du coût des retraites et du prélèvement pour financer les retraites, ça sera l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, sachant que la France est l'un des pays, quand on se compare, quand on regarde autour de nous, un des pays où c'est le plus bas. Non, mais voilà, c'est j'ai tout. un problème avec ça, moi, c'est que personne ne parle de baisser les cotisations. C'est-à-dire que j'entends partout, effectivement, et c'est très intéressant, 64 ans, 65, il y a une petite surenchère là, puisqu'il est monté à 67. Oui, mais vous oubliez. Mais personne ne dit qu'on baisse les cotisations. Mais vous oubliez quelque chose, c'est que. Donc ça ne résout pas notre problème salaire brut, salaire net. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien, on ne passe pas. Donc la réforme, cette réforme de l'âge de la retraite permettra de passer déjà. Donc évitera soit une augmentation des cotisations, soit une baisse des prestations. Mais de toute façon, il faudra l'un des deux. D'une façon ou d'une autre, soit une baisse des prestations, soit une augmentation des contributions. On ne peut pas passer sinon. Sauf à faire une réforme des retraites qui, effectivement, est un allongement de l'âge du départ à la retraite. L'allongement de l'âge du départ à la retraite, d'ailleurs, mixe augmentation des contributions et baisse des prestations. Vous avez moins d'années de prestations et plus d'années de contributions. Néanmoins, de toutes les réformes envisageables, et je dis bien de toutes les réformes envisageables des retraites, c'est celle qui permet d'augmenter la croissance potentielle, le niveau du PIB, etc. Ah oui, ça c'est très clair. Voilà, c'est quelque chose à mettre en avant. Toutes les autres sont récessives. Non, mais toutes les autres sont récessives. J'ai aucun doute avec ça. Là où j'ai un sujet, parce que effectivement, on regarde ça de près, c'est que pourquoi pas. Là, nos régimes de retraite sont à l'équilibre, peu ou prou. Bon. Donc, il ne le reste pas. Pourquoi pas? Non, il ne le reste pas. Alors là encore, tiens, parce que je regarde les programmes de près. Xavier Bertrand, par exemple, qui a été rapporteur de la réforme Fillon, donc il connaît bien le système. Il dit 64 ans, mais pas tout de suite. En gros, il dit on a le temps. Pas de catastrophisme sur cette question, mais parce qu'on ne parle pas de baisser les cotisations. Je pense que si on disait... Non, mais tu comprends, c'est dans la façon dont on présente le truc. Oui, mais je crois, si on disait qu'on pourrait réduire la fracture... On essaye de faire peur un peu aux Français sur l'équilibre du système de retraite. Mais en fait, ce qui est en cause, ce n'est pas l'équilibre du système de retraite, c'est effectivement la question du coût des retraites. Voilà. La ponction qui est prise sur les actifs. Exactement. Et en fait, le sujet qui devrait être mis sur la table, mais à mon avis, il ne le sera pas, mais il est quand même implicitement dans la tête d'un certain nombre de personnes, c'est effectivement de baisser à terme ce taux de prélèvement qui est de 28%, c'est de loin le plus gros prélèvement qui pèse sur le travail. Sauf que je crois que personne n'a le courage de présenter les choses comme ça. Donc on préfère dire il faut sauver les retraites. Alors pour sauver les retraites, les gens sont peut-être prêts, degré ou de force, enfin résignés, on va dire, puisque c'est ça, à travailler plus longtemps. Si on leur dit travailler plus longtemps pour baisser les cotisations et pour améliorer les comptes publics en général et pour relancer l'activité, augmenter la croissance potentielle, etc. C'est un discours qui est assez inaudible. Si tu baisses les cotisations. Mais c'est un discours qui est inaudible. Donc le seul discours que les politiques ont trouvé, c'est il faut sauver le système de retraite. Mais en fait, le système, pas quand même. Mais ça dépend quelles hypothèses tu prends, oui, notamment sur la productivité et sur les transferts de l'État au système de retraite. Ah oui. Selon les hypothèses que tu prends, et c'est la limite des travaux du corps, mais enfin ça on ne peut pas leur en vouloir, c'est que selon les hypothèses qu'on prend sur la subvention que verse l'État à long terme au régime de retraite, le système est équilibré ou pas. En fait, c'est largement... Cette question d'équilibre des retraites est une question qui est quand même... assez compliqué. Voilà. Oui, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le système des retraites français est en faillite. Ça dépend de la productivité, ça dépend de l'espérance de vie. Et je comprends qu'à long terme, les projections d'espérance de vie vont être peut-être plus faibles que ce qui est prévu, ce qui était anticipé autrefois. Donc il y a des allées à la hausse et à la baisse. Donc le sujet n'est pas de sauver un système de retraite qui serait par définition voué à exploser. Il est plus globalement un système de finances publiques où il va falloir se demander quels sont les leviers pour baisser les prélèvements obligatoires. Et la réforme des retraites est un de ces leviers. Et c'est un des plus puissants probablement. Voilà. Et ça milite pour la faire très vite, tout de suite et massivement. Bien sûr. Enfin, Bertrand, tu dis c'est inaudible. Pardon, mais dire aux gens, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est la fracture, salaire brut, salaire net, le travail ne paye plus, etc. On peut vous redonner du pouvoir d'achat à travers la baisse des cotisations. On a habitué les populations à leur expliquer qu'on allait créer des primes, qu'on allait créer des niches fiscales, qu'on allait créer des allègements de charges ciblées, etc. Donc, pour l'instant,
l'instant, je ne dis pas dans 10 ans, mais pour l'instant, le discours est relativement inaudible. Donc quand vous dites il faut faire cette réforme des retraites parce que le système va exploser à l'horizon de 20 ans, Ouais, ça, tout le monde comprend. ça c'est audible. Voilà. J'ai un léger petit désaccord avec Bertrand sur ce Vas-y. point-là. Je dirais que les hypothèses du corps, et d'ailleurs c'était le Conseil d'orientation des retraites. Conseil le corps. d'orientation des retraites était, je veux dire, on discutait avec beaucoup de franchise à la conférence à laquelle tu vas tout à l'heure, beaucoup de franchise ce matin. Les hypothèses centrales et même les hypothèses les plus basses sont des hypothèses qu'on peut considérer comme éventuellement pas les plus pessimistes. Je suis d'accord. Or, je veux dire par là, Non. l'hypothèse la plus pessimiste, Non. c'est 1% de croissance de la productivité Mais oui. sur les 20, Non, 30, mais 40, selon 50 ans à venir. Mais bien sûr, Or, oui. or, sur les 15 ans à venir, sur les 15 ans passés, Oui. avant la crise Covid, c'était 0,5. Oui. Comment on passe de ces 0,5 à 1% ? Et quand on parle de retraite, bon, je suis un spécialiste de la productivité, je suis plutôt optimiste. Simplement, quand on parle de retraite, est-ce que prudemment, c'est pas les hypothèses Non, mais qu'on doit prendre en compte. Et dans ce je comprends. contexte-là, Oui. dans ce contexte-là, on ne passe pas. Alors tu dis subvention Non. de l'État. Ben oui, subvention de l'État, mais il faut bien la financer par autre Oui, chose. ça oui, revient non, même. mais oui. Ça revient même. ça revient même. Donc ça, c'est pas un je suis argument. Donc on ne passe pas en tout cas avec les paramètres actuels dans des Non, d'accord. hypothèses Oui. qui sont tout à fait plausibles. Alors je suis d'accord avec toi que ça n'est pas la même chose, que ça peut permettre éventuellement d'autres choses, à savoir également une baisse des contributions. Si on avait la bonne surprise, à laquelle je crois, d'un renouveau des gains de productivité, effectivement, dans ce contexte-là, la réforme des retraites permettrait aussi une baisse des contributions, une baisse des prélèvements, et tout le monde en bénéficierait. Non, mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le système est en risque, mais on ne peut pas dire qu'il est condamné à Il est en exploser d'ici 5 ou 10 ans. D'ici 5 ou 10 ans, non. Voilà, oui, mais c'est bien ça. Oui, mais les gens Oui, raisonnent. mais réforme. Quand les on augmente l'âge de citoyens départ à la raisonnent. retraite, Non, non, c'est mais- un trimestre par an, c'est déjà 4 ans pour un an, Oui, je sais. 8 ans pour Oui, passer je à sais. 64 ans. Non, mais ce que je veux dire, qu'on n'est pas sur le mur, on n'est pas en Grèce, où le système va exploser dans 5 ans. Voilà. On ne peut pas expliquer ça à la population de manière crédible. C'est ça que je veux dire. Stéphane, tu mettais en parallèle l'allègement de charges avec le pouvoir d'achat. Mais quand même, il faut alerter que une manière que l'on a eu de désengorger, enfin d'alléger un petit peu la charge qui pèse sur les épaules des actifs, c'est de mettre en place la CSG et de l'augmenter graduellement. Oui. La CSG a conduit les retraités à gonfler les rangs des gilets jaunes, quand même. Or, la CSG, c'est justement cet instrument qui est de dire, ce n'est pas uniquement les actifs qui vont financer la protection sociale, c'est tout type de revenus, dont les retraites. Et il y a même une CSG sur les allocations chômage, soit dit en passant. Oui. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qui est de dire que les politiques nous présentent toujours ça comme une question d'équilibre macroéconomique avec différentes perspectives, projections suivant les taux de croissance, etc. Mais pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est le coût du travail qui est énormément gonflé, particulièrement en France, par le financement de la protection sociale, qui conduit à beaucoup de chômage, quand on regarde les chiffres de l'Allemagne, parce que Gilbert disait au début des années 2000, la réforme de la retraite, Tu es sur un coût du travail. Alors ça, c'est le sujet de Gilbert, évidemment, mais qui empêche une revalorisation de l'attractivité. Absolument. Dans le BTP, dans la restauration, mais en etc. face, des millions de gens qui n'arrivent plus à vivre décemment de leur travail. Donc non seulement tu es à l'origine avec un coût qui est un coût qui enfin, justement la productivité, enfin la richesse créée ne couvre pas ce coût du travail, mais à l'arrivée, le revenu du salarié, il n'arrive pas à en sortir. Aujourd'hui, on nous dit quand qu'il il doit faire 40 km en voiture, quand oui, enfin, voilà. d'accord. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de 260 000 postes C'est ça notre crise vacants, profonde. Enfin, face auquel il y a plusieurs millions de chômage. Il y a un problème de qualification, certes, mais pas que. Il y a aussi un problème d'attractivité. Quand on dit que dans le BTP, on n'arrive pas à embaucher, que dans la restauration, on n'arrive pas à embaucher, il faudrait une revalorisation des salaires. Et c'est exactement ce que disaient Bertrand et Gilbert tout à l'heure, avec cette histoire d'accord intra-branche, etc. On n'arrive pas à revaloriser, mais ça passe aussi par ça. C'est pas que de la qualification. Bien sûr, quand on manque d'infirmières, on ne va pas comme ça former une infirmière en 2 mois. Mais sur l'hôtellerie, sur la restauration, etc., ça passe par une revalorisation du salaire. Ça passe par là. Sachant que la France a quand même comme singularité d'avoir les difficultés de recrutement de pays qui ont des taux de chômage de 3%. C'est ça. Et d'avoir le taux de chômage de 8%. de pays comme l'Italie et l'Espagne, qui n'ont pas de difficultés de recrutement, ou en tout cas on n'a pas vu monter au rideau les difficultés de recrutement. Donc il y a un problème de fonctionnement du marché du travail qui est un peu spécifique à la France. Quand on dit qu'il y a des difficultés de recrutement en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, ben oui, mais c'est des pays dans lesquels le taux de chômage est très bas. En Allemagne, aux Pays-Bas, il est à 3%. C'est ça. Donc, à la limite, c'est logique
des difficultés de recrutement. Chez nous, c'est autre chose. Alors néanmoins, il y a des facteurs qui ne sont pas que salariaux. Je voyais des gens des branches hôtel, café, restaurant il y a peu de temps. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, ça a été un peu révélé, accentué par la crise de la Covid et les périodes de confinement, beaucoup de personnes se disent, de nos jours, au XXIe siècle, en 2021, j'ai peut-être pas envie de travailler 6 nuits par semaine, 6 soirs par semaine. Et j'ai envie d'avoir un peu de soir pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour mon époux, mon épouse, etc. Vous voyez ? Et ça, c'est une aspiration qui n'est pas légitime et qui n'est pas que salariale. C'est de la condition de travail, c'est des choses qui peuvent se discuter, se négocier. C'est un coût d'organisation quand même, Tout à fait. au niveau des entreprises et des branches. C'est pas sans coût. Mais c'est une aspiration qui n'est pas absurde en 2021. C'est un peu le modèle allemand. Et qui a du pu travail à temps partiel. qui a pu être accentué par la crise Covid, le fait que des gens ont été chez eux pendant longtemps et se disent mais j'étais avec mon fils, ma fille, mon époux, mon épouse, et tout d'un coup, il faudrait que je les voie plus pendant 6 jours. Si les chiffres se confirment, c'est peut-être 20% des effectifs de l'hôtellerie-restauration qui ne reviendront pas, quand même. Donc, c'est majeur. Enfin, c'est aux branches négociées, ça c'est fait partie de la majeur. négociation aussi. Voilà. Ça fait partie de la négociation dont on parlait tout à l'heure. Et ça veut dire que nous, derrière, consommateurs, il faut qu'on accepte une hausse. Il faut qu'on accepte une hausse des repas qu'on ira prendre au restaurant. C'est ça le sujet. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on mette l'accent sur revalorisation du pouvoir d'achat. Les Français pensent qu'ils ont un pouvoir d'achat extrêmement érodé. On est quand même au sommet de la pyramide mondiale de consommation. Je veux dire, le SMIC, dans certains pays d'Afrique, il a 3 centimes de l'heure. Non, mais comparons ce qui est comparable. je ne sais pas. Est-ce qu'il faut toujours juste se comparer à ceux qui sont plus riches que nous? Même par rapport aux pays avancés, on est quand même en haut du tableau. Alors, même par rapport aux pays avancés. Et puis, oui, d'accord. Au-delà de ça, il faut rappeler, on a perdu 8 points de PIB. On a traversé une crise, une baisse du PIB sans équivalent en période de paix depuis 1848. Et 1848, ce n'est pas une période de paix complète quand même. Moins 8 points de PIB. Il n'y a pas eu de baisse du pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages. Il n'y a pas eu de baisse du pouvoir d'achat du salaire moyen. Il n'y a pas eu de baisse de l'emploi. On a retrouvé finalement le niveau d'emploi d'avant-crise. Moi, je dirais que le premier réflexe, ça serait de dire ouf, ouf, on s'en tire de façon fantastique. Ça devrait être ça le premier réflexe. Heureusement qu'il y a eu l'État. Heureusement qu'il y a eu l'État et tous les dispositifs qui ont été déployés dans des situations un peu de catastrophe et d'urgence d'ailleurs, qui amènent parfois à se dire on a peut-être été trop généreux, on a peut-être été... voilà, en catastrophe en tout cas, ce qu'on constate ex post, c'est qu'on est passé entre les gouttes en termes de personnes. L'INSEE nous dit même qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la pauvreté en 2020. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas comme ça. L'INSEE nous a dit ça. Oui, mais c'est un problème d'éducation. Les Français n'ont pas conscience que quand on gagne le SMIC en France, qu'on est célibataire, qu'on gagne le SMIC, on fait partie des 10% des gens les plus riches du monde. Les Français n'ont pas conscience de ça. Alors, je vais le tourner autrement. Je vais le tourner autrement. Les 10% les plus riches du monde, je m'en fous. Ah bon? Tu ne compares que aux gens qui sont plus riches que toi et qui ont en perpétuelle insatisfaction. Mais bien sûr. Et puis surtout, je me compare par rapport à ce que je peux faire et ne pas faire. Moi, c'est ça mon sujet. Si je mets 40 € dans la voiture chaque semaine pour aller bosser, c'est ça mon sujet en fait. Tu vois, c'est pas d'être dans les 10% les plus riches. Non, mais je dis pas que c'est un objectif. Je dis juste que quand je dis mon sujet, c'est pas le mien évidemment. C'est le sujet de ceux qui aujourd'hui souffrent. Il faut aussi apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Donc les gens qui sont au SMIC aujourd'hui, ils ont le niveau de vie de la classe moyenne des années 70. Est-ce que dans la classe moyenne des années 70, on disait d'elle qu'elle était pauvre? Non. D'accord, donc c'est ça, on se compare toujours à ceux qui ont plus que nous, d'accord, et on est malheureux. Mais il se trouve que sur Terre, il y a 90% des gens qui sont pires. Sachant que personne ne vit simplement avec il n'y a aucun salarié à temps plein qui vit simplement avec un SMIC. Vous voyez, encore une fois, à chaque fois, on est. Encore une fois, faut le rappeler, rien que la prime d'activité, c'est 280 € par mois. Je veux dire, pour un célibataire à temps plein au SMIC. Et sans parler des autres, mais c'est très bien. Donc c'est quoi la crise donc vous êtes en train de me dire la crise du pouvoir d'achat est une fiction psychologique. Mais parlons des dépenses contraintes. Le terme crise, je trouve que là, pour le coup, il est exacerbé, oui. Non, mais parlons des dépenses contraintes, parlons des dépenses de logement, du prix du logement, qui fait que la classe moyenne ne peut plus, active, ne peut plus devenir propriétaire. C'est le seul poste. Oui, c'est l'énergie, et le logement et la viande, la le lait, protection des choses sociale comme ça. complémentaire. Maintenant, il n'a jamais coûté aussi peu cher de se nourrir, de s'habiller. Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Voilà, donc factuel. Non, mais il y a quand même des dépenses contraintes qui font qu'il y a beaucoup
de gens, effectivement, qui, à pouvoir d'achat, effectivement, plus important qu'autrefois, ont quand même des contraintes personnelles. Voilà. Tout à fait, mais il y a quelque chose politique, mais il y a quelque Jérôme, chose de qui se pointera en disant mais les gars, de quoi vous plaignez quand même, hein, vous faites partie de Par rapport 10% au Sierra des plus riches Leone, du monde. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais dans une société qui nous dit qu'il faut que tous les membres de la famille aient un téléphone portable, qu'on ait tous accès à Internet, qu'il y ait plusieurs ordinateurs par foyer, qu'il faut payer l'abonnement pour regarder les matchs de foot, etc., et qu'il faut s'assurer, effectivement, les dépenses contraintes explosent. Mais c'est un niveau de confort quand même, il faut se le rappeler. Et puis les politiques de logement dont on parlait tout à l'heure, le logement, c'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de ménages. Je veux dire, il y a énormément de travaux de très nombreux économistes qui montrent elles sont en France d'une particulière inefficacité. On est l'un des pays qui dépense le plus. C'est-à-dire les 43-44 milliards qu'on dépense chaque année. Là, quasiment une cinquantaine de milliards. On est un des pays qui est quasiment en haut, de 2,5 points de PIB. C'est quand même pas négligeable. Et avec une inefficacité incroyable. Donc on est dans une façon d'aborder la question du logement qui a été contre-productive, ou en tout cas très peu efficace, mais je dirais sur des décennies. C'est pas quelque chose de récent, mais tu vois, sur des décennies. Et alors, par contre, modérer les loyers, c'est la goutte d'eau là qui rajoute à la chose, parce que modérer les loyers, ça amène beaucoup de gens à plus faire d'investissement locatif. Voilà. Donc ça va réduire l'offre. Ça va réduire l'offre. Donc on cite est dans un l'aberration. économiste suédois qui a dit le plus sûr moyen de détruire une ville avec les bombardements. Voilà. C'est aberrant. Faut au contraire faut augmenter l'offre. Faut viser à l'augmentation de l'offre. Les amis, alors un mot parce que mais juste un dernier mot. Il est vrai que le prix de l'immobilier s'est renchéri de manière énorme. C'est même plus, l'immobilier a plus gonflé que la bourse, même avec dividendes réinvestis. Depuis la création du CAC 40, il valait mieux investir dans l'immobilier que dans la bourse. Mais il n'empêche que les Français aujourd'hui, il y a plus de mètres carrés par habitant qu'au cours de ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a un renchérissement des prix, mais on ne se retrouve pas plus nombreux dans des appartements plus serrés. C'est l'inverse. Non, puis j'ai vu récemment une courbe qui m'a sidéré, je n'ai pas pu la vérifier, mais avec l'effondrement des taux d'intérêt je crois que c'est sur 10 ans, l'immobilier parisien a en fait baissé. Dans l'acquisition, si tu prends en compte les taux d'intérêt nécessaires à une acquisition. Voilà. En termes de coût. En termes de coût. D'accord. Voilà. En bref, les capacités d'acquisition, endettement plus prix. Est-ce que l'immigration, alors je dis moi, débat impossible, enfin très très compliqué à mettre sur la table. Sous l'angle du travail. Donc je vous disais, quel angle ? Je discutais avec des professionnels du bâtiment, c'était très intéressant. Donc voilà, la phrase, il la prononce régulièrement. Plus personne ne parle français sur les chantiers, très bien. Et je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous prenez pas la parole pour qu'on entende quand même autre chose sur l'immigration. On va dire, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on ne serait même pas foutu, on n'en construit que 300 ou 400 000 logements par an, on ne serait même pas foutu de les construire. Non, pas question, débat interdit, vitrifié, on ne parle pas de ça. Voilà. On ne parle pas de ça parce que peut-être, alors tu discutes avec des employeurs qui sont peut-être contents de s'approvisionner à l'étranger pour une main-d'œuvre moins chère. Peut-être. Et c'est là où l'État doit intervenir. Mais en même temps, ils te disent qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, ils n'ont pas le choix parce que le concurrent, si de toute façon je veux embaucher français plus cher, le concurrent, il va me passer devant dans les appels d'offres. Voilà, mais il ne trouvera pas parce que les salaires ne sont pas assez attractifs. Oui. Voilà. Est-ce que l'immigration est une solution ? Il y a donc ce rapport du Conseil d'analyse économique qui dit mais alors on parle de l'immigration. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si, le Conseil d'analyse économique en fait dit on instaure un tel climat que même pour les hauts potentiels, on les écarte que l'immigration française, qu'il n'y ait pas de politique d'immigration dans ce pays depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on a renoncé à décider de qui rentrait pas. C'est connu, c'est pas nouveau. Qu'on ait une immigration qui soit très majoritairement non qualifiée, là où des pays un peu plus malins ont une politique d'immigration, ils ont juste une politique d'immigration, attirent plutôt les talents, comme le Canada, l'Australie, les Pays-Bas. C'est très connu aussi. Le fait qu'on ait des verrous invraisemblables pour que les étudiants étrangers aient des reconnaissances de diplômes, donc puissent facilement s'intégrer en France sans recommencer tout leur cursus, et qu'à la sortie, il y a des exigences salariales pour qu'ils aient la prolongation de leur autorisation, qu'ils aient une autorisation de travail, c'est connu aussi. Donc la question, c'est pourquoi on ne fait rien ? Parce qu'on est complètement bloqué sur cette question d'immigration, parce qu'il y a d'un côté la question économique, et tu ne trouveras pas un économiste compétent qui te dira que faire immigrer des talents est une mauvaise chose.
C'est simplement importer de la valeur ajoutée, de la productivité. Donc c'est forcément de la bonne chose, de l'innovation, de la créativité, de la création d'entreprises. On sait que ce sont des personnes qui créent davantage d'entreprises, qui sont plus innovants, qui déposent plus de brevets. Tout ça est parfaitement connu. Il y a tous les travaux de Philippe Aghion, etc. Bon. Donc il y a d'un côté cet aspect économique et de l'autre, il y a le sujet qui est très politique, qui est la question de l'intégration culturelle, le communautarisme, etc. Donc, les deux sont vrais. Et on mélange les deux. Et on mélange allègrement les deux. Et on ne parle pas de la question économique parce qu'on est obsédé, et peut-être à juste titre, par la question du communautarisme, du séparatisme, comme on dit, des querelles culturelles et autres. Donc on n'arrive pas à parler intelligemment de ce sujet. Maintenant, pour conclure le sujet, est-ce que l'immigration, même des très qualifiés, est une réponse extraordinaire macroéconomique? La réponse est sans doute non. Disons que c'est un adjuvant supplémentaire dans un monde, dans une économie mondialisée. Il faut absolument saisir toutes les opportunités de croissance. Celle-ci en fait partie. C'est pas non plus la réponse au problème du fonctionnement du marché du travail. On va pas importer 500 000 immigrés par an pour essayer de résoudre nos questions de marché du travail. Mais, oui, enfin, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, si à un moment, tu n'arrives plus à construire, tu sais, rénovation énergétique des bâtiments, 3 milliards d'euros disponibles quand même, hein, 3 milliards d'euros disponibles chaque année. C'est de la poudre sèche. Mais non, tu n'as personne pour le faire. Oui, mais voilà. Cette immigration existe déjà. Enfin, voilà. Les portes ne sont pas fermées, donc il y a déjà de l'immigration. Mais c'est vrai qu'on a privilégié l'immigration du regroupement familial plutôt que l'immigration du travail. C'est tout. Mais en fait, c'est même pas qu'on l'a privilégié, c'est qu'on n'a pas de politique migratoire. Ouais, je comprends. C'est même pas une décision. Il n'y a pas un jour un chef d'État qui a dit on va privilégier le regroupement familial et on va interdire l'immigration du travail. Et on va mettre tous les obstacles possibles à l'immigration des... Ça s'est fait par paresse, d'une certaine manière, ou par peur de je ne sais quoi. Voilà. Gilbert ? Oui, non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Bertrand, avec une difficulté quand même supplémentaire, c'est que les pays qui ont réussi leur politique d'immigration avaient géographiquement, je dirais, une aide forte. L'Australie est une grande île. Oui. Le Canada n'a qu'une frontière. Le Canada n'a qu'une frontière. Ces politiques d'immigration choisies, complètement maîtrisées, sont plus faciles dans ce contexte que dans un contexte de frontières terrestres qui ne peuvent pas être imperméables, en quelque sorte. Donc, il faut quand même être bien consciente de cette difficulté. Mais en France, on a mélangé politique d'immigration et échec des politiques d'intégration. Ça aboutit à un débat qui est complètement vicié, effectivement, en France, sachant qu'en plus, l'échec, quand on parle d'immigration, de problèmes d'intégration, etc., ce sont généralement des personnes, comme on dit, de deuxième ou de troisième génération, qui sont aussi français que nous tous autour de cette table, et l'échec patent les concernant n'a pas été celui de l'immigration, ça a été celui de l'intégration. Ouais, c'est ça. Et de l'intégration. Ils font partie de ces 15% de classe d'âge. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, il n'y a pas la politique magique, un coup de baguette magique, etc. Le fait de vouloir scolariser très très tôt des enfants, et en particulier des enfants en difficulté, de familles en difficulté d'intégration, c'est évidemment une bonne politique parmi 1000 politiques qui sont indispensables sur ce plan-là, quoi. Mais le débat, en tout cas, en France, est très difficile, très très vicié. Jérôme ? Surtout en période électorale. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Les sondages nous montrent qu'une majorité des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Alors, il y a une autre façon de faire pour... Ça vitrifie toute tentative d'essayer d'aller dans une politique comme celle que décrivait Bertrand. Oui, alors si elle était expliquée comme ça, je pense que les Français s'en accommoderaient. Mais il y a aussi autre chose, c'est que c'est en lien avec l'apprentissage, c'est qu'il y a aussi des formations en France qui perdurent et qui ne forment pas assez aux attentes du marché du travail. C'est aussi à la France de former les gens compétents pour pourvoir ces postes. Un mot là-dessus, parce qu'il nous reste un mot. Le contrat d'engagement est comme une bonne chose. Mais on avance dans le bon sens, mais on revient de loin. J'ai l'impression que c'est un truc que je vois depuis 20 ans, l'histoire du contrat d'engagement, Gilbert. Mais j'en ai fait, même moi, jeune reporter, j'ai fait des sujets sur... Mais oui, ces 30 dernières années. C'est toujours les missions locales. Mais oui, c'est toujours les missions locales en situation de monopole qui vont aider les jeunes avec une intensité d'accompagnement qui reste quand même assez faible, qui ne dure pas très longtemps. Intensité d'accompagnement, j'aime bien ce terme-là. C'est un terme très techno.
sociaux. Oui, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Bon, c'est bien, mais enfin, c'est pas non plus révolutionnaire. Ah, pas révolutionnaire. Je suis pas sûr qu'on puisse en attendre des choses extraordinaires, mais Bon, à l'université, j'observe quand même que l'apprentissage arrive vraiment à l'université. Il est là depuis quelques années. Autrefois, moi, quand je faisais mes études à l'université, personne n'était en apprentissage par ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. C'est quand même une très bonne chose. oui. On avance à petits Voilà. pas. Mais dans c'est pas la à ce bonne niveau-là que se posent les plus graves problèmes sociaux et d'intégration. Non, d'intégration, certes pas. Mais je oui. parle Non, mais bien sûr. pour les personnes qualifiées. La réforme Pénicaud, elle est lancée, elle n'est pas lancée? Sur quoi? C'est-à-dire ça tourne, c'est parti, c'est... Ah bah sur l'apprentissage dans le supérieur, ça marche du feu de Dieu, mais ça marchait déjà un peu avant. Et là, ça a explosé finalement du fait de la liberté d'ouverture des CFA. Le gros ratage de la réforme, c'est qu'on n'a rien fait au niveau bac pro. Et les gamins, ils continuent à aller en lycée pro. Et le taux de chômage à la sortie est quand même très élevé. Donc la réforme de l'apprentissage, elle a bénéficié énormément au supérieur, tant mieux. Mais elle n'a pas bénéficié là où il y a le plus gros problème. Merci messieurs pour l'ensemble de ces éléments. Les amis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart.